L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. Théophile de Assis, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios ce matin, 3 mois après le début des violences insurrectionnelles, le début des violences insurrectionnelles. Quelle est la situation de l'ordre public aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est stabilisée mais pas normalisée? Écoutez, je pense qu'effectivement la formule est bonne. La situation n'est pas encore similaire à ce qu'on connaissait avant le 13 mai. Elle n'est pas encore normalisée, mais elle est en voie de stabilisation, à l'exception évidemment de Saint-Louis, du Mont-d'Or-Sud, on y reviendra, qui concentre une bonne partie de notre attention et de nos efforts. Mais dans l'ensemble, il y a un certain nombre de gains substantiels, un certain nombre d'avancées, une sécurisation qui progresse grâce à l'action des forces de sécurité intérieure. Et je veux commencer par cela, par saluer leur travail. Je ne sais pas si on le dit assez, mais un nombre important de policiers et de gendarmes qui, tous les jours, jour et nuit, travaillent à sécuriser les Calédoniens dans des conditions souvent difficiles, en laissant leur famille chez eux, parfois leur famille même en métropole, s'agissant des renforts, et qui le font avec beaucoup de détermination et un très grand professionnalisme pour arriver à rétablir la sécurité pour tous les Calédoniens avec, je le disais, encore un certain nombre de progrès à faire et une attente encore très forte des Calédoniens, on en a bien conscience. Voilà, une attente très forte et encore une fois, c'est une question qu'on vous a déjà posée. J'espère qu'on ne la posera pas trop longtemps, mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? On nous dit qu'il y a un nombre de forces de l'ordre très important en Nouvelle-Calédonie, de la police, de la gendarmerie, et pourtant on n'y arrive pas. Alors pourquoi et combien de temps va encore durer cette situation d'insécurité? Mais situation d'insécurité créée par des émeutiers. On va remettre les choses dans l'ordre. Des émeutiers qui étaient en nombre important et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui grâce à l'action des policiers et des gendarmes, mais des émeutiers qui, pour un certain nombre, considèrent encore qu'il faut porter leurs revendications, non pas dans un cadre démocratique, mais de manière non démocratique, en cassant, en brûlant, en cherchant à faire peur. Et la réponse de l'État face à cela, c'est une réponse d'une très grande fermeté. C'est dissuader, réagir, faire en sorte qu'il y ait un travail qui est long, effectivement, un travail de police judiciaire qui permet d'aller chercher les commanditaires présumés, un certain nombre ont été interpellés sous l'autorité du procureur, et d'aller chercher là aussi sous l'autorité du procureur, et c'est lui qui communique évidemment, mais chacun des criminels et des délinquants qui ont commis un certain nombre d'actes et qui doivent répondre de leurs faits devant la justice, et c'est pour cela que ça prend du temps, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été réalisés depuis 3 mois, un certain nombre de progrès depuis le mois dernier également. Aujourd'hui, la RT1 est viable sur toute sa longueur avec un point dur à Poyen, on y reviendra probablement. Le Grand Nouméa est globalement stabilisé. Il y a des progrès substantiels également sur la côte Est. Donc il y a un certain nombre d'améliorations et ce travail continue et va s'intensifier, continue à s'intensifier dans les jours et les semaines qui viennent. Mais à Nouméa même, vous le savez, il reste encore des points de tension. On peut parler de la vallée du Tir, on peut parler de Tuban, d'autres sans doute. Que font les forces de sécurité pour rétablir l'ordre sur Nouméa même? Mais sur Nouméa, le travail se poursuit, continue avec en 2 points plus durs que les autres, Tuban et la vallée du Tir, mais dans l'ensemble, sinon pour le reste, une situation qui s'est globalement améliorée avec, là aussi je le disais, un dispositif statique de la police nationale et de la gendarmerie mobile pour pouvoir dissuader, des dispositifs de prévention, de patrouilles très nombreuses, et puis ce travail de police judiciaire. Et puis ce qu'on essaie de faire pour aller encore plus loin, à Tuban ou à Vallée du Tir, ou dans l'ensemble d'ailleurs des quartiers qui posent un certain nombre de difficultés, c'est un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs. On entendait tout à l'heure Madame Chamorro évoquer le travail qui a été fait autour de Tuban, qui est une de nos grandes priorités, faire en sorte que ce collège puisse réouvrir dans de bonnes conditions. Et donc on met autour de la table l'ensemble des acteurs pour que les bailleurs sociaux puissent sécuriser un certain nombre de lieux, pour que la province, la mairie, le gouvernement puissent apporter chacun leur part de leur réponse, et pour qu'à côté du travail d'ordre public, à côté du travail judiciaire, le reste des actions qui doivent être menées pour avoir une vraie sécurisation puissent être conduits à leur terme. À Tuban, la rentrée pourra se faire sans problème le 19 août. À Tuban, tout sera fait du côté de l'État, aux côtés de l'ensemble des autres acteurs, pour permettre la réouverture de ce collège avec un dispositif de force de l'ordre important, qui est d'ores et déjà important. Pour y être allé régulièrement et discuter, notamment avec ceux qui tiennent des barrages de voisins vigilants à proximité immédiate, il y a une véritable amélioration à Tuban, avec des CRS qui sont présents très régulièrement, des interpellations qui sont nombreuses, et une situation aujourd'hui à Tuban qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaissait il y a 1 mois. Les voisins vigilants, justement, il y a une question qui vous a été posée par un auditeur il y a un instant dont vous avez un avis. Pourquoi est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures où les voisins vigilants sont obligés d'enlever leurs barrages, de les lever, et les barrages des émeutiers peuvent rester en place? Est-ce que
Est-ce que c'est une volonté comment ça se fait? Alors, je ne peux pas laisser dire ça. D'abord, s'agissant des barrages des émeutiers, de ceux qui cherchent à faire peur, de ceux qui cherchent à casser, de ceux qui ne respectent pas la loi, les choses sont très claires. Ils doivent être enlevés, ils sont enlevés. Dès qu'un barrage est mis sur la route, il est retiré. Il peut y avoir encore, s'il y a encore quelques points, mais à chaque fois, la police ou la gendarmerie interviendra. Le haut-commissaire est extrêmement clair sur le sujet. Nous ne tolérons pas l'installation de barrages ou l'installation de campements illicites, y compris sur la propriété privée, ce qui parfois explique qu'il y a un peu plus de retard pour y aller parce que c'est sur un terrain privé. Mais à chaque fois, les instructions sont très claires. Il faut retirer l'ensemble des barrages ou des campements illicites de la part des émeutiers. S'agissant des voisins vigilants, Oui. là aussi, la ligne de l'État a toujours été claire. C'est-à-dire que les barrages des voisins vigilants sont des installations qui ont été mises de gens qui ont eu peur parce que, justement, les émeutiers ont cherché à leur faire peur. Et je voudrais là-dessus qu'on sorte d'une vision d'ailleurs un peu trop nouméenne. Il y a toutes les opinions politiques sur les barrages. On entend même parfois certaines collectivités indépendantistes qui pensent subventionner un certain nombre d'associations de voisins vigilants sur l'ensemble de la Grande Terre, ce qui montre que effectivement les émeutiers ont cherché à faire peur à toute la population calédonienne. Et donc au fur et à mesure que la sécurisation du territoire avance, ces barrages devront être levés parce que la liberté de circulation doit revenir. Mais c'est dans le dialogue. C'est dans le dialogue avec les voisins vigilants, parce que, bien évidemment, ce n'est pas la même chose de chercher à faire peur, ce n'est pas la même chose de s'en prendre aux forces de l'ordre, et d'un côté et de l'autre, de chercher à se protéger. Et avec une assurance de l'État autant que possible que si les barrages sont levés, les forces de l'ordre seront présentes pour assurer la sécurité des habitants. À chaque fois que des barrages sont levés, et on incite évidemment à la levée de ces barrages parce que la situation s'améliore et on le fait avec discernement et en fonction de la situation de chacun des quartiers ou de chacune des communes, mais il faut bien évidemment aujourd'hui, parce que cette situation s'améliore, lever ces barrages, et bien à chaque fois, des dispositifs de police ou de gendarmerie sont mis en place pour sécuriser, rassurer la population. Le Mont d'Or, on est obligé d'en parler, vous faisiez allusion, le Mont d'Or Sud notamment, 12 000 personnes toujours bloquées, et tout le sud de la Calédonie d'ailleurs qui est coupé aujourd'hui. Il y a un verrou qui a été mis à Saint-Louis. En quoi il consiste et quand est-ce qu'on va revenir à une situation normale là aussi? Effectivement, vous le disiez, Saint-Louis est le point le plus dur depuis le début des émeutes, et puis même historiquement, depuis de nombreuses années, avec un nombre important d'émeutiers qui bloquent le retour à la vie normale et qui prennent en otage les 13 000 habitants du Mont d'Or Sud. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? D'abord, il faut le rappeler, on a commencé par sécuriser les habitants du Mont d'Or Sud en envoyant 3 escadrons de gendarmerie mobile et qui ont permis de rétablir l'ordre au Mont d'Or Sud, et c'était important pour la population. Après, on a déblayé la RP1 pour chercher à remettre la circulation, avec une adversité extrêmement forte, de très nombreux tirs et de très nombreux carjacking une fois que la circulation a pu être mise. Et donc, pour la sécurité de nos concitoyens, un verrou effectivement a été mis au nord et un autre au sud de la tribu, parce que nous ne pouvions pas prendre le risque que des balles perdues, de personnes qui tirent sur les gendarmes qui avaient vocation à escorter les véhicules, arrivent sur des véhicules civils. On ne peut évidemment pas risquer la vie des gendarmes comme la vie des civils qui empruntent cette route. Donc le travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail important pour à la fois empêcher des émeutiers de venir de Saint-Louis, et ça c'est une réussite de ce verrou, venir de Saint-Louis au Mont d'Or Sud ou au Mont d'Or Nord pour commettre un certain nombre d'exactions, et puis ensuite de travailler à mener un certain nombre d'opérations de police judiciaire, un certain nombre d'opérations d'ordre public qui visent à rétablir la circulation sur la RP1. Je veux là-dessus qu'on soit très clair, notre objectif, il est de réouvrir la RP1 et dans les meilleurs délais. Le verrou, il va pas rester en place éternellement. Certainement pas, certainement pas. L'objectif du haut-commissaire là-dessus est vraiment très clair. Il faut prendre cela prend du temps, beaucoup trop de temps, et j'entends la frustration et la colère des habitants du Mont d'Or Sud qui, je le disais, sont pris en otage, dont leur liberté publique, celle de se nourrir, celle d'aller travailler, celle d'entreprendre, est mise à mal par ces émeutiers qui les empêchent de le faire. Mais nous prendrons le temps qu'il faut pour arriver à sécuriser cette RP1 et arriver à le faire parce que l'adversité y est très forte. Et là, juste pour bien l'expliquer, il y a un nombre de tirs très important à Saint-Louis, d'un certain nombre d'émeutiers qui veulent tuer des gendarmes et qui sont organisés pour cela. Je rappelle qu'un gendarme est mort d'ailleurs d'une balle dans la tête. Au tout début des émeutes. Et il faut rappeler son nom, Nicolas Molinari. À chaque fois que la gendarmerie y rentre, elle fait l'objet de tirs nourris. Donc les opérations qui y sont conduites ou qui vont y être conduites sont des opérations
qui s'organisent, qui se préparent, qui se planifient, qui font l'objet de toute une série de procédures pour que les choses puissent se faire et puissent permettre une sécurisation dans la durée. Mais vous avez les moyens de le faire. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à sécuriser cette RPA. Je ne vais pas ici, sur ce plateau, dire tout ce que nous faisons et chaque chose qui est mise en place. Et je sais à nouveau que ça prend trop de temps. Mais l'objectif, il est bien d'arriver à cela. Il est bien d'arriver à réouvrir cette RP1 par des opérations d'ordre public, par des opérations de police judiciaire, et aussi d'ailleurs par l'appel à la responsabilité d'un certain nombre de responsables qui doivent prendre leurs responsabilités. À l'intérieur même de la tribu ou dans le personnel politique? Un certain nombre de responsables doivent se saisir de cette question un peu plus fermement, et en tout cas, on fera tout pour les y inciter. Alors, vous étiez sur place vendredi, je crois, vous êtes allé inspecter le verrou, et puis vous occupez également du problème des navettes maritimes mises en place par la province sud et par la commune du Mont-d'Or. Et à la limite, ça a inquiété les gens, parce qu'ils se sont dit, l'État qui apporte son aide maintenant pour les navettes maritimes, ça veut dire que la situation va se pérenniser, qu'il y aura toujours... on sera obligé de prendre la mer pour aller à Nouméa, pour aller de Nouméa Sud à Nouméa. Alors, est-ce que vous envisagez là aussi ce dispositif dans le long temps ou non? Je le redis, l'objectif, c'est de réouvrir dans les meilleurs délais la RP1, et donc l'objectif, c'est pas de garder des navettes ad vitam aeternam, loin de là. Néanmoins, dès le 13 mai, la province sud et la mairie du Mont-d'Or avaient mis en place un système de navettes pour la province sud et un système de barges pour la mairie du Mont-d'Or. Et la province sud, comme la mairie, nous ont dit qu'ils avaient un besoin d'accompagnement financier. Et donc l'État, et c'est bien normal, pour aider les habitants du Mont-d'Or Sud dans cette période qui est longue de travail sur la sécurisation de la tribu, l'État a pris sa part de responsabilité en prenant en charge les navettes et en travaillant à augmenter les capacités de navettes parce qu'il y a des queues trop importantes, ou à mieux accueillir les personnes qui attendent des navettes. Il y a un travail par exemple qui est fait pour mettre des tentes, pour leur permettre d'attendre de manière plus confortable. Je travaille avec la province sud pour augmenter le nombre de navettes et je laisse bien évidemment la province sud communiquer sur le sujet. Il y a la question des scolaires aussi qui est prise en compte, et donc tout ce travail on le fait pour accompagner la population et faire en sorte que les conséquences des actes de ceux qui tirent sur les gendarmes ou sur les civils sur la RP1 ou qui s'en prennent par des carjacking aux civils sur la RP1, et bien faire en sorte que dans l'attente, leurs conditions de vie soient le moins mauvaises possible. Alors Nouméa, le Mont-d'Or, et puis il y a le reste du territoire quand même, avec encore des barrages, notamment sur la côte est, notamment à Poya, où hier ça a été un petit peu tendu. Cette nuit, un incendie de l'église de Poix-Dimier, un incendie partiel. Là aussi, pourquoi est-ce que l'ordre ne revient pas sur toute cette partie du territoire? Là aussi, l'action de la gendarmerie nationale est une action très déterminée pour permettre le retour de la viabilité des axes et le retour de la sécurité, avec encore des actes qui sont totalement inacceptables, vous le disiez pour Poix-Dimier, ou sur ce qui s'est passé à Poya avec une prise à partie d'automobilistes. Et donc à chaque fois que cela arrive, la réponse de la gendarmerie est très rapide pour rétablir l'ordre. À Poya, hier, 10 gendarmes mobiles ont été blessés, dont un gravement à la tête d'un jet de pierre. Et donc je peux vous assurer que dès qu'il y a ce genre d'acte, la gendarmerie va au contact pour mettre fin aux troubles, et c'est ce qui s'est passé hier à Poya, pour mettre fin aux prises à partie d'automobilistes. Mais dans l'ensemble, il y a une amélioration de la situation, y compris sur la côte Est. La RP4 a été déblayée par la gendarmerie, avec des actions de la gendarmerie qui sont en cours aujourd'hui à Thio. La commune de Wailou a été sécurisée, la commune de Kouawa, et ainsi de suite. Faire en sorte que, pour tous nos concitoyens, leurs droits, leur liberté puissent être garantis, et faire en sorte que les émeutiers n'aient pas le dernier mot, et ils n'auront pas le dernier mot. Vous avez des informations sur l'incendie de l'église de Poix-Dimier? Ça a surpris là aussi? L'incendie ayant été commis, c'est le procureur de la République qui communiquera sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, une partie de la sacristie a été détruite, qui a manifestement plusieurs départs de feu, et donc probablement une origine criminelle, mais ce sera le procureur de la République, bien évidemment, qui communiquera sur le sujet. Le couvre-feu, c'est aussi une des conséquences depuis 3 mois de ce climat insurrectionnel. Il a été assoupli, il est à 22h maintenant, 5h du matin à 22h, mais il est maintenu, là aussi, jusqu'à quand? Tant que la situation le justifiera, mais c'est quoi la date limite? D'abord, effectivement, il a été assoupli parce que la situation allait mieux, et chacun peut en convenir, et donc il était important de le décaler, notamment pour permettre aux Calédoniens de retrouver le plus possible une vie normale, permettre aux restaurateurs de pouvoir faire un service, aux gens de retourner au restaurant, et c'était donc important de décaler ce couvre-feu de 22h à 5h. Il a d'ailleurs été avancé à 5h, là aussi,
pour permettre aux Calédoniens de retrouver le plus possible une vie normale. Ce couvre-feu sera maintenu aussi longtemps que nécessaire. Il y a plusieurs échéances d'ordre public à venir que l'on regarde attentivement. Et aussi longtemps que c'est nécessaire, on le laissera pour justement permettre de différencier les émeutiers de celles et ceux qui veulent vivre paisiblement, tranquillement, en respectant les règles de notre état de droit. Ça permet de faciliter les contrôles qui est ce couvre-feu. Tout à fait, exactement. Et nos concitoyens ne peuvent pas s'en rendre compte puisqu'ils ne sortent pas lors du couvre-feu, mais pour avoir l'occasion de le faire, je peux vous dire que l'effet est immédiat. D'abord, il y a quasiment personne dans la rue, où les seules voitures qu'on voit, et elles sont nombreuses, sont des voitures de policiers et de gendarmes. Donc dès qu'une voiture n'est pas une voiture de policiers et de gendarmes, ça se remarque et ça permet de procéder à des contrôles et à des interpellations si nécessaire. Alors on avait annoncé l'envoi de nouveaux renforts, même s'ils sont déjà très nombreux, de nouveaux renforts après les Jeux Olympiques. Ça se confirme combien, quand Est-ce que là vous pouvez nous donner des informations? La ministre déléguée aux Outre-mer a effectivement fait cette annonce d'augmentation des renforts. Chacun comprend que sur ce genre de choses, il y a un travail qui est réalisé, que ce n'est pas encore le moment de communiquer, qu'il y a une certaine discrétion autour de cette question. Mais l'objectif, c'est bien évidemment de faire en sorte de terminer ce travail de retour à l'ordre public, qui est une condition essentielle pour permettre une reprise économique, pour permettre une reprise éducative complète ou pour permettre une avancée et une reprise du dialogue de façon générale ici en Calédonie. Dans ce contexte, la date du 24 septembre inquiète un certain nombre de gens. Est-ce que pour l'État, c'est une date à risque? Le 24 septembre, d'abord, il faut le rappeler, c'est le jour de la fête de la citoyenneté. Et c'est donc à ce titre une date importante pour l'État, une date importante pour les Calédoniens, une date qui est censée rassembler. Et si certains veulent utiliser cette date pour diviser, pour attaquer, eh bien, la réponse de l'État sera extrêmement ferme. Et donc là-dessus, bien évidemment, cette date du 24 septembre est préparée attentivement, comme d'autres échéances d'ordre public, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de nouveaux troubles à l'ordre public et permettre à ce qui est une fête d'être une fête, mais pas avec des troubles à l'ordre public. Mais là-dessus, je veux rassurer nos concitoyens. D'abord, le nombre de forces est important, il va augmenter, vous le disiez. L'effet de surprise n'est plus là. Et donc aujourd'hui, un 13 mai n'est plus possible en Nouvelle-Calédonie. Nous ne pouvons pas avoir un nouveau 13 mai en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous assurer que la volonté du haut-commissaire, elle est bien de tout faire pour que l'ordre public soit assuré sur l'ensemble du territoire. Je vous le disais, il y a encore un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'améliorer. On en a bien conscience. On a ce sujet de Saint-Louis qui nous préoccupe au plus haut point, qui fait l'objet d'une bonne partie de nos intentions. Mais la détermination est complète de la part des policiers et des gendarmes. Monsieur le directeur de cabinet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.